Bonjour tout le monde. Donc, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Donc, j'espère que vous me voyez bien. Donc, je suis Muriel Darstein, je suis thérapeute en psycho-énergétique et coach systémique. Je suis également consultante RH à côté de ça. Donc déjà, bienvenue à tous pour cette 3e édition du salon virtuel Le bien-être sous toutes ses formes, organisé par l'INSEE pour la 3e fois. Donc merci à tous. Donc aujourd'hui, le sujet du live sera le couple, partir ou rester. Donc pour les personnes qui n'auront pas l'occasion d'assister à ce live, sachez qu'il sera en replay sur le groupe même, comme ceux des 2 éditions précédentes. Et je le mettrai également sur ma chaîne YouTube Muriel Darstein d'ici ce soir. Donc vous pourrez le regarder sans coupure et au moment qui vous convient le mieux. Ah, ça saccade un peu, oui. On a toujours des petits soucis de réseau, malgré le câble filaire. J'espère que ça ira mieux pendant le live. Sachant que sur la version YouTube, comme j'enregistre la session, il n'y aura pas les coupures, ce sera peut-être plus confortable pour vous. En espérant que tout se passe bien. Alors déjà, pour aborder un petit peu ce sujet, c'est vrai que voilà, le confinement n'a certainement pas simplifié les choses ou a exacerbé certains petits soucis de couple ou a exacerbé les tensions. Donc on va essayer d'aborder un petit peu le thème autour de qu'est-ce que c'est le couple déjà ? Qu'est-ce qu'un couple ? Qu'est-ce qui peut lier un couple ? Qu'est-ce qui peut perturber un couple ? En cas de crise, est-ce qu'on reste ? Est-ce qu'on part ? Est-ce qu'on lutte ? Est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on est patient ? Comment décider ? Comment prendre sa décision ? Et enfin, quelles sont les solutions et les propositions de solutions que l'on peut proposer ? Donc aujourd'hui, comme le but, ce n'est pas évidemment de faire un cours ou un séminaire, j'espère un petit peu d'interaction, parce que le but également, c'est de répondre à vos questions, à vous, par rapport à votre propre expérience en fait. Donc par rapport à la définition du couple, si on parle d'un point de vue civil ou d'un point de vue de la sociologie, un couple représente 2 personnes, hommes ou femmes, ou 2 hommes ou 2 femmes, qui sont régis par un contrat civil, soit un mariage, soit un pax, une union libre ou un concubinage. Mais il peut être également plein d'autres choses. Comme un contrat de travail, le couple répond à un échange, à un ordre et à un cadre en fait. En termes de l'échange, qu'est-ce qui forme un couple ? C'est la sexualité, qu'il y ait fidélité ou pas. C'est le soutien et l'assistance mutuelle. Et quel que soit le soutien, il peut être psychologique, physique, il peut être financier, il peut être la solidarité à l'intérieur du couple, d'un point de vue de l'organisation de fonctionnement par rapport au couple. Mais effectivement, il n'est pas que ça. Par rapport à l'ordre, le couple, c'est un contrat spécifique, c'est c'est l'égalité dans la différence. Donc je répète, c'est l'égalité dans la différence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que bien entendu, lorsqu'on est amoureux, quand on est dans la phase découverte, on peut parfois s'oublier, fusionner avec la personne, c'est souvent le cas dans les 3 ou 6 premiers mois pendant la phase découverte, qui fait qu'on s'oublie, qu'on partage les passions, qu'on oublie un petit peu ses propres passions pour adhérer à celles du partenaire, ou pouvoir les tester, les goûter, les expérimenter. Et il peut arriver également qu'on s'oublie de ce fait-là, en fait. Donc le fait de dire que c'est l'égalité dans la différence, c'est que si on prend un couple, imaginez qu'un couple qui a un bon fonctionnement, même si chaque couple a des crises et besoin de se synchroniser régulièrement, un couple d'un point de vue idyllique, d'un point de vue idéal, c'est que chacun fait un pas vers l'autre pour se retrouver. Donc vous comprenez bien que pour que chacun puisse prendre sa place, si l'une personne fait 2 pas, l'autre personne ne peut pas rentrer dans la relation parce que tout lui sera pré-mâché, on va dire. Pré-mâché, ses besoins seront anticipés. Bien entendu, il y a toujours une espèce d'empathie particulière dans le couple, une empathie systémique, c'est-à-dire qu'on a tendance à anticiper les besoins de l'autre, à anticiper les contraintes liées au couple, à la vie familiale, à la vie amoureuse. Mais cette anticipation, même si elle peut alléger l'organisation et le fonctionnement du couple, peut aussi parfois poser problème. Parce qu'à force d'anticiper les besoins de l'autre n'apprend plus
à identifier, ni à détecter ses besoins. Et dans ce cas-là, il perd l'engagement du couple parce qu'il se décharge tellement sur le compagnon ou sur la compagne que finalement il se désengage et il n'a plus le même investissement. Sachant que dans un couple, on le rappelle, c'est 2 personnes. À chaque moment, ça ne sera pas toujours la même personne qui sera en forme. Une personne, comme on parlait de solidarité entre couples, on peut avoir un moment où l'un des partenaires est perturbé pour des raisons personnelles, professionnelles, familiales. Et dans ce cas-là, il a le support de l'autre. Mais au bout d'un moment, quand les choses se rétablissent, quand les solutions sont trouvées, les choses doivent revenir à la normale. C'est-à-dire que le partenaire qui était en fragilité doit reprendre un petit peu sa place, reprendre son rôle de partage, son rôle de soutien, son rôle de communicant, d'assistance, pour qu'il y ait une égalité de pouvoir en fait. Donc par rapport au couple, donc je regarde s'il y a déjà des petites questions. Qu'est-ce qui peut lier un couple? Donc bien entendu, lorsqu'on rencontre une personne, cette personne peut être charmante, que ce soit physiquement, au niveau de sa personnalité. Donc on parle d'attirance physique, il y a les fameuses phéromones également qui jouent en action. Les valeurs, ce sont également les valeurs qui peuvent attirer deux personnes à se mettre en couple, à se rencontrer et à fusionner. Il y a la culture sociale et familiale. Il est vrai que souvent ce sont les points communs qui font que deux personnes se retrouvent dans des valeurs, dans une culture, dans des habitudes. Il y a également les projets. Est-ce que ce couple a des projets de faire des enfants? Est-ce que leur projet, c'est de construire ensemble une maison? Est-ce qu'un projet, c'est s'installer dans un autre département ou de réussir professionnellement? La communication, également, sont des facteurs liants par rapport au couple. Mais quand je parle de communication, je préciserai même en disant que c'est la qualité de la communication. C'est vrai que tout à chacun, même quand on parle en coaching, on a l'impression de dire les choses, en disant je ne comprends pas, je lui dis les choses. Mais sachez que on a tous un canal de communication préférentiel, ça peut être auditif, visuel, kinesthésique, et que même si on fait attention au message, au langage de l'autre, au canal préférentiel, on ne retient en gros que 10% du message. Et c'est vrai que, comme on parlait tout à l'heure, l'égalité dans la différence, le fait que vous soyez proche, que vous entendez bien sur plusieurs domaines, ne veut pas dire que l'autre est dans sa tête. Et c'est vrai que des fois, lorsqu'on a une frustration par rapport à une situation, parfois on cogite soi-même parce qu'on cherche la solution de manière individuelle. Donc on comprend bien qu'il y a tout un cheminement qui se crée par rapport à ça, intellectuel. On dit tiens, on fait plusieurs scénarios, tiens, par rapport à ce problème, comment je pourrais le résoudre? Et en fait, quand on se décide enfin à communiquer avec l'autre, on l'emmène directement sans le faire à la conclusion de notre argumentation, de notre réflexion, sans passer par les différentes étapes de cette communication. Ce qui fait que la personne, il a votre conclusion qui est souvent un résumé, mais il n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants. Il ne connaît pas votre degré de souffrance, votre degré de difficulté, il ne connaît pas ce qui manque. Et donc, on tombe très rapidement dans le reproche. Parce qu'on peut très bien reprocher à la personne, je ne comprends pas, je dis qu'il y avait un problème et il ne se bouge pas. Donc là, attention à la communication, dire à son partenaire ou à sa partenaire qu'il y a un problème. Il faut peut-être prendre soin de lui dire quel est le problème, quelle est la frustration, quelle est la difficulté. Et c'est vrai que parfois des raccourcis de communication font que ça pêche un petit peu au sein du couple en fait. D'autres choses qui peuvent lier le couple, c'est ce que j'appelle moi l'attirance par la lignée traumatique. C'est-à-dire que l'on peut également se rencontrer, se reconnaître, parce qu'on partage la même souffrance ou la même blessure, ou qu'on a un passé commun, parfois de manière inconsciente, ou parce que notre famille a un passé commun, des schémas communs, et que l'on peut se retrouver parce qu'on a la même blessure. Et donc, parfois, le fait d'avoir la même blessure, on peut se dire que c'est rassurant, même si c'est pas conscientisé. Si la personne a la blessure d'abandon, et que la personne en face a la même blessure, on sait qu'il répondra peut-être à notre besoin d'être rassuré, à notre besoin d'être réassuré régulièrement sur sa présence, sur son amour, sur son affection, sur ce qu'il fait bien, ce qu'il fait pas bien, et ça peut peut-être matcher également comme ça. A contrario,
lorsqu'on est lié par la même blessure, le souci que l'on peut rencontrer, vous en doutez bien, c'est que lorsqu'on est soi-même en insécurité et en besoin de sécurité, sur un plan financier, amical, amoureux ou émotionnel, si on ne sait pas, si on n'a pas préalablement travaillé dessus, on peut, à cause de notre blessure, négliger notre communication et enclencher le mécanisme de défense du conjoint et de la partenaire. Et donc là, c'est totalement contre-productif. A contrario, on peut également avoir des attirances, conscientes ou inconscientes, dans le désir de réparation. Ça peut être du victime à la sauveur, ça peut être trouver quelqu'un qui est complémentaire par rapport à soi, par rapport, pas forcément financier, mais ça peut être, voilà, est-ce que moi j'ai des problématiques à être en action, est-ce que mon partenaire, lui, a plus de facilité à être dans l'action, est-ce qu'il lui peut être un soutien pour moi, un soutien moral, logistique, ou un soutien énergétique par rapport à ce qui me fait défaut. La notion de confiance également, je ne parle pas seulement de la confiance amoureuse, mais si la personne en face de vous a le même fonctionnement, a le même protocole de pensée, a le même sens de l'organisation, on sait que par rapport à une certaine tâche, on peut lui déléguer, et on sait que si nous sommes défaillants par rapport à une tâche, qu'on a oublié une fonction, ça peut être je sais pas, récupérer les enfants à tel endroit, ou ça peut être une inscription particulière un séminaire ou un courrier à chercher ou une tâche à faire alors qu'on est en déplacement professionnel, cette confiance-là, du fait qu'on a des similitudes ou des compensations en termes de fonctionnement, fait que, ok, j'ai oublié, mais je sais que mon partenaire y pensera, ou alors je le lui ferai penser et je sais qu'il le fera bien. Donc c'est vrai que cette espèce de confiance dans le fonctionnement de tous les jours fait aussi que le couple se lie, que le couple se forge, se crée et crée des racines profondes. Je vais regarder s'il y a déjà des petites interventions par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a déjà des petites questions. Je m'assure juste que je n'ai pas manqué des questions. Donc apparemment, il n'y en a pas, donc je vais continuer par rapport à ça. Donc là également, donc comme on parlait voilà, de ces différentes blessures, on avait déjà parlé de ces différentes blessures lors des précédentes vidéos, donc la blessure d'abandon, de rejet, la trahison, l'injustice, etc. Bien évidemment, c'est tout dans votre intérêt de travailler dessus. Même si vous dites, moi je fonctionne bien, ça me pose pas de problème, mais bon, vos blessures peuvent peut-être être lourdes à porter par votre compagnon. Une personne qui n'a pas travaillé sa blessure d'abandon ou de rejet verra toujours en besoin d'être rassurée par son compagnon, crée des jalousies qui peuvent être lourdes à porter. Et dans ce cas-là, vous pouvez épuiser votre compagnon et au bout d'un moment, il n'arrive plus à vous soutenir parce que là, votre besoin est quand même disproportionné et on est quand même censé être dans l'égalité de l'échange en fait. Par rapport à ce qui peut perturber un couple, donc on avait parlé des enfants tout à l'heure, même si c'est un événement heureux, on passe quand même d'un système à 2 personnes à un système à 2, 3, plusieurs personnes en fonction du nombre d'enfants que vous avez. Donc bien évidemment, ça perturbe votre quotidien amoureux, votre intimité, votre logistique, les échanges. Peut-être que l'équilibre de pouvoir et l'équilibre de charge est différent d'un couple à l'autre. Parce qu'on a tous des réflexes, même si on est dans une société plus ou moins moderne où les papas prennent de plus en plus de place, où les mamans assument le quotidien du foyer. Il peut y avoir des réflexes sociaux, culturels ou familiaux qui font qu'il y a un déséquilibre qui se crée par rapport à ça. Donc effectivement, les enfants peuvent, au moins dans un premier temps, sachant que dans ce cas-là, la communication est souvent un petit peu mise entre parenthèses, parce qu'il y a de moins en moins de moments d'intimité, peut perturber l'équilibre de ce couple-là ou les rapports d'égalité dans le couple et dans ce contrat spécifique qui est le couple en fait. D'autres choses qui peuvent perturber, ce sont les déménagements. Donc, ça paraît tout bête, là encore on se dit oui, mais avant on parlait de projet, donc le déménagement peut être un projet, oui effectivement, mais il y a quand même toute la partie passe-passe derrière, la partie logistique, le changement d'habitude, le changement de routine, de la même manière que pour les enfants également, ils vivent la chose de la même manière.
Donc ça peut également les perturber un petit peu l'équilibre de la famille, le temps que chacun retrouve ses repères. Et c'est pour ça qu'il faut toujours voilà, s'organiser au mieux, accompagner au mieux par rapport à ces changements-là. Les changements de carrière. C'est vrai que généralement les changements de carrière, quand on parle de promotion, tant mieux. On parle de promotion, c'est souvent de très bonnes nouvelles, on gagne plus, on gagne mieux, mais on a également d'autres responsabilités. Donc est-ce que c'est également un stress pour le partenaire? Est-ce qu'il est soutenu par son conjoint ou sa conjointe? Est-ce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur? Est-ce que dans ses nouvelles fonctions, lui-même doit retrouver son nouvel équilibre dans un autre système, qui est le système du contrat de travail? Est-ce que ça peut provoquer des déséquilibres organisationnels par rapport au couple et à la famille? Est-ce qu'il peut toujours chercher les enfants à la même heure? Est-ce qu'il peut toujours pratiquer son sport comme il avait l'habitude de le faire entre midi et deux dans son poste précédent? Et tout ça peut également provoquer des stress puisqu'il n'y a pas d'évacuation physique par rapport au stress au quotidien, au stress intellectuel. On parle de la routine. Alors paradoxalement, tout être humain cherche inconsciemment la routine. Mais inconsciemment, toi, Hervé, on est vraiment connectés, oui, la routine, effectivement. Mais la routine, je pense que c'est un faux problème. Parce qu'inconsciemment, si l'être humain se met en couple, c'est pour avoir une routine, pour avoir la même compagne, voilà, c'est pour créer une routine. Mais à vous de savoir faire, qu'est-ce que vous faites de votre routine? Parce qu'il y a des routines heureuses. Si la routine, c'est on s'enlace tous les matins. Une routine, appuyez sur routine. Même Google s'en mêle. Il y a certaines routines qui sont heureuses. Si dans votre routine, qu'il y ait enfant ou pas enfant, vous prenez 5 minutes le matin pour vous enlacer, vous embrasser, vous dire que vous vous aimez avant de partir dans le rush du travail ou de votre vie familiale, ça, c'est une belle routine. C'est votre belle routine, c'est vous de vous accorder tous les jeudis après-midi ou les jeudis soirs ou les vendredis soirs ou un vendredi sur deux, un week-end ou une soirée où vous donnez les enfants en garde et vous vous retrouvez en tant que couple. C'est une belle routine. Ça reste une routine, mais c'est une belle routine qui permet de se reconnecter par rapport à tous les non-dits de la semaine. D'autres routines bienveillantes, quand vous voyez que ce soir-là, votre partenaire, homme ou femme, on est toujours d'accord, on est toujours dans l'égalité dans la différence, termine tard, plutôt que d'attendre la personne pour pouvoir préparer à manger, voilà, faire en sorte un maximum déjà que tout soit fait en termes de tâches ménagères avant, pour que vous puissiez profiter de votre conjoint ou de vos enfants, pour qu'elle ne soit pas polluée par l'organisation, parce que vous doutez bien que si vous avez un conjoint qui rentre à 20h, il n'aura pas envie forcément de passer un coup de balai à cause des animaux, de faire les devoirs des enfants, ou de préparer à manger, ou de lancer une lessive. Donc il faut aussi qu'il y ait une bonne intelligence de fonctionnement par rapport à cette routine-là. Parce qu'en rappelons que le contrat spécifique du couple, c'est l'assistance, la mutualité dans l'assistance, et aussi une certaine intelligence émotionnelle. Pour que la routine soit bienveillante, pour que je puisse profiter de mon compagnon, pour que je puisse avoir un moment au calme avec lui avant le rush des enfants, pendant que les enfants sont au bain ou font leurs devoirs, plus vite je me débarrasse des tâches et des corvées, plus j'ai de moments à mon couple, plus j'ai de moments à mon conjoint, on peut cuisiner ensemble. Et souvent, surtout dans les couples que j'ai pu constater qui avaient une grande pudeur en termes d'expression émotionnelle ou des sentiments, j'ai remarqué que cet amour-là se ressentait souvent lorsqu'ils cuisinaient ensemble, cette complicité, ces gestes simples, le fait d'avoir un bras qui effleure la taille de votre conjointe, pendant qu'elle épluche quelque chose, que vous faites autre chose, que vous passez les ustensiles. C'est peut-être des petits moments de répit, mais qui permettent d'entretenir le couple, en fait. D'entretenir une espèce de communication non verbale, tout ce qu'on n'a pas le temps de se dire, parce qu'on est dans le rush, parce que les enfants doivent être douchés à 19h, il faut qu'ils aient mangé avant telle heure, faut que leurs devoirs sont finis à telle heure, il faut qu'ils soient au lit, est-ce qu'ils ont envie d'aller au lit, etc. Et généralement, il est vite 21h, 22h, et que vous n'avez ni profité de votre soirée, ni vu un film, ni passé un petit moment dans les bras de monsieur ou de madame pour vous détendre, ni eu le temps de raconter votre journée. Et parfois, la pudeur également fait que certains adultes ne parlent pas des problèmes de société devant leurs enfants pendant le moment privilégié à table. Ils vont privilégier les échanges avec les enfants pour savoir comment sont passées leur journée. Mais souvent, ils vont s'oublier, eux, parce qu'ils ne veulent pas transmettre le stress aux enfants. Ils ne veulent pas que les enfants
soient mêlés ou pour qu'ils gardent leur innocence par rapport à ces soucis d'adultes en fait. Hein. Donc c'est toujours intéressant d'organiser également la soirée comme ça. Donc la routine, comme je vous disais, peut être bienveillante. Ça peut être le sport, ça peut être est-ce qu'on invite quelqu'un à la maison tous les 15 jours et un week-end on se garde une intimité. Donc certaines routines sont bienveillantes et je pense qu'il faut vraiment prendre garde à bien ménager ces routines-là. Est-ce qu'au bout de... C'est une question que je me pose pour les personnes qui regardent. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Est-ce que vous accueillez toujours votre partenaire ou est-ce que vous êtes toujours accueilli lorsque vous rentrez du travail? Et comment vous vous accueillez? Est-ce que c'est juste un bisou pop? Ou est-ce que vous prenez le temps, 1 minute, 2 minutes, de vous enlacer en vous embrassant ou en ne vous embrassant pas? Est-ce que vous prenez le temps de vous reconnecter à votre couple? Et ces petits moments-là sont à la fois bons pour vous et à la fois bons pour les enfants de voir, voilà, papa, maman, je les ai pas vus de la semaine ou de la journée, mais quand ils rentrent le soir, leur routine, leur rituel, c'est de s'enlacer. Est-ce que vous faites pareil avec les enfants le soir? Donc c'est aussi ce genre de petites choses dont on se nourrit. On appelle ça la routine, mais c'est une routine bienveillante et créatrice à ce niveau-là. Et c'est vrai que par rapport au langage amoureux, quelle que soit notre pudeur ou notre éducation, est-ce qu'on a l'habitude de s'enlacer ou pas dans la famille, ce sont des routines que l'on peut garder dans le temps. Et observez-vous, est-ce qu'au bout de 2 ans, vous embrassez toujours votre conjoint de manière amoureuse à la française, comme on dit? Ou est-ce que vous faites des bisous pop très très rapides? Est-ce que vous tenez toujours la main au bout de 2 ans? Oui, c'est ce genre de petites choses qu'il faut observer, prendre du recul pour pouvoir se dire qu'est-ce que je fais pour entretenir Ah, tu fais pareil avec ton chat. Moi, c'est pareil, je leur demande comment s'est passée leur journée. Je leur demandais s'ils ont bien surveillé la maison. Ils n'ont pas trop joué avec les croquettes partout. S'ils se sont bien lavé les mains en sortant de la litière. C'est très important, surtout maintenant, qu'ils se lavent bien les mains après. Enfin, les pattes, du coup. Mais c'est vrai que ce sont des routines. Certains, ça seront je pars promener le chien pendant une demi-heure ou pendant 1 heure. Pendant ce temps-là, il aura décompressé, il se sera il aura enlevé un petit peu les toxines liées au stress du boulot par une activité physique modérée. Mais est-ce qu'on peut promener le chien ensemble? Oui, promener le chien au bout d'un moment quand on est stressé, c'est crevant. Quand il fait moche, c'est pénible. Quand il pleut, c'est pénible. Quand il neige, c'est pénible. Mais ça peut permettre également d'harmoniser le couple, d'harmoniser les tensions, d'avoir des moments d'échange. Ça peut être avec un enfant, pas forcément avec le conjoint. Mais c'est vrai que ce sont des petits moments privilégiés. Il faut prendre le temps de les vivre également. Et pas toujours considérer les choses comme étant une tâche à faire. C'est toujours facile à dire, de moi je suis confortablement installée assise. Mais faire des petits... Est-ce que dans la journée, vous envoyez un petit message à votre conjoint ou votre partenaire pour lui demander si lui souhaiter un bon appétit? Et pour les personnes qui vivent pas ensemble, est-ce que vous souhaitez tous les jours un bonjour? Est-ce que vous souhaitez tous les jours une bonne journée? Est-ce que vous souhaitez une bonne appétit? Est-ce que quand vous pensez à votre conjoint, même si vous êtes très chargé au travail, est-ce que vous pensez à lui dire, tiens, exactement là maintenant, je pense à toi et je t'embrasse? Ces petites attentions, on peut penser que c'est anodin, que c'est futile, que c'est enfantin, que c'est le genre de comportement que peuvent avoir des adolescents. Mais qu'on soit homme ou femme, dites-moi la vérité. Lorsque vous recevez un message de votre conjoint ou de votre femme, lorsque vous savez qu'à 15h12, votre conjoint a pensé à vous pendant sa pause du travail, est-ce que ça ne vous fait pas plaisir? Est-ce que ça n'entretient pas le plaisir amoureux, le plaisir de se retrouver? Est-ce que ça vous rassure pas sur le fait qu'au bout de X années, il pense toujours à vous de manière amoureuse et que ses pensées vont toujours vers vous, même s'il ne peut pas toujours vous envoyer des messages tout au long de la journée, parce que soit votre téléphone est dans un casier pendant que vous travaillez, ou dans la voiture, ou que vous êtes en train de conduire, donc on ne peut pas toujours échanger par rapport à ça. Et c'est des petits moments super agréables, et quand on rentre, voilà, toujours l'accueil. Ce qui peut également perturber un couple
surtout quand qu'on a une famille, qu'on a un travail, c'est que l'on peut s'oublier soi en faveur des besoins de la famille, du foyer, du couple ou du conjoint. C'est-à-dire que, tiens, j'aimerais bien faire du sport, mais je dois faire ci avant, je dois faire ça avant, je dois chercher les chemises de mon conjoint au pressing. Donc je le fais parce que lui ne peut pas pendant les heures d'ouverture, c'est des raisons pragmatiques tout à fait classiques. Mais on commence à s'oublier, on s'oublie. Et même à l'inverse, imaginez que vous êtes femme au foyer, que vous avez la chance d'élever vos enfants à la maison. Au bout d'un moment, vous êtes dans une routine qui est certes heureuse dans le sens où vous vous occupez de vos enfants, vous les voyez grandir, vous les voyez évoluer, mais pendant ce temps-là, vous vous êtes oublié. C'est-à-dire que vous, en même temps, vous aurez l'impression, ma routine, c'est toujours les enfants. Si mon mari rentre à la maison, ma femme rentre à la maison, me dit, mais qu'est-ce que t'as fait de beau, chérie? Moi, j'ai lavé par terre, j'ai fait manger les enfants, je les ai ramenés à l'école, j'ai fait encore 2-3 lessives, je les ai cherchés à l'école à manger. Au bout d'un moment, cette routine-là, sa routine à elle, le fait qu'elle s'est oubliée, elle aura l'impression de ne rien avoir d'intéressant à vous raconter et va avoir l'impression elle-même de perdre sa valeur. Et cette impression-là de perdre sa valeur va faire que du coup, elle ne va plus raconter sa journée parce qu'elle va penser que c'est anodin, que c'est pas intéressant pour son compagnon. Et elle va avoir une estime d'elle-même inférieure à ce qu'il était au début du couple. Donc c'est vrai que par rapport à ce déséquilibre, le fait de s'oublier, le fait de se garder du moment pour soi, que ce soit par la méditation, un petit peu de sport, faire venir une copine à la maison, ou un couple d'amis, ou aller voir sa famille, fait que vous avez l'impression que votre vie ne perd pas son sens, et ça vous maintient dans le rapport d'égalité dans la différence. Le fait de ne pas toucher à son estime de soi, à sa confiance en soi, fait qu'au bout d'un moment, on ne se posera pas la question, mais est-ce que mon conjoint, je suis toujours aussi intéressante intellectuellement pour lui? Est-ce que ce que je lui apporte est tout aussi riche qu'avant? Et si elle ne pense pas à elle, si elle ne travaille pas sur son développement, sur son bien-être, sur son enrichissement, est-ce qu'elle ne risque pas de perdre confiance et de se poser des questions qu'elle n'a certainement aucune légitimité de se poser en disant est-ce que mon mari me plaît toujours? Est-ce que je suis toujours aussi jolie? Est-ce qu'il m'aime toujours? Est-ce qu'une autre femme peut l'attirer parce qu'elle aura quelque chose de plus intéressant à lui dire? Et là, ça peut lui appuyer sur des peurs et sur les mêmes blessures dont on parlait en début de live. Et le déséquilibre recommence là. Parce qu'on n'est plus dans le terme d'égalité par rapport à l'échange, par rapport à la place de chacun dans la vie de couple. Et c'est vrai, Hervé, oui, que de temps en temps, les petites pensées font plaisir. Même si des fois, on ne peut pas, si on travaille en poste, que ce soit de jour ou de nuit, même si on a conscience que l'autre ne peut pas répondre ou ne peut pas lire le message, mais quand on le découvre, je peux vous assurer que ça vous illumine toute la journée. Hein. On reste des êtres romantiques, quand même, malgré tout. Hein. Mais ces petites attentions, voilà. Même si on lit le message 1 heure après ou 2 heures après, quand on le lit, on sait qu'on se retrouve avec 2 lignes d'émoticônes, avec des cœurs, avec des bisous, et ça fait toujours, ça réanime toujours la phrase, et voilà, ça crée une petite complicité après pour le soir. Hein. Bien entendu, ce qui peut perturber le couple, j'en avais pas parlé parce que je suis partie du principe d'un couple lambda. Bien sûr, tout ce qui est acte de violence physique, intellectuelle, psychologique ou morale, ou la trahison et l'infidélité, bien entendu, ces phénomènes-là, j'en ai pas parlé, je les ai pas évoqués, mais bien sûr, ça a fait plus que perturber le couple à ce niveau-là. Hein. L'absence de projet est également un autre facteur qui peut perturber le couple. C'est-à-dire que au début, on avait des projets, le projet c'était créer cette complicité avec le couple, la bonne communication, ça pouvait être vivre ensemble, faire des enfants, construire une maison plus grande, partir en congé. Ça peut être des projets intellectuels, ou ça peut être tiens, moi dans 5 ans, j'aimerais bien que toi et moi, on crée notre propre boîte. Est-ce que ça peut être des projets, là on économise et dans 5 ans, on part avec toute la famille en Thaïlande, on économise suffisamment pour partir. Et c'est vrai que l'absence de projet peut également perturber le couple parce qu'ils n'ont pas de rêve ensemble. Et rêver en couple,
c'est pas que la nuit qu'on doit le faire, hein. Rêver ensemble en couple, c'est vraiment merveilleux parce qu'on se projette, on co-crée sa réalité. Si votre conjoint, imaginez un jeune couple qui avait, je sais pas, 25 ans, que le conjoint me dit, bah tiens, j'aimerais bien être responsable de mon service à 30 ans, qu'il le réalise ou pas, ça peut porter le couple et dans ces moments de doute, le partenaire peut l'aider. Si la partenaire voit, ah bah tiens, j'ai trouvé une formation 2 ans après, qu'est-ce que tu penses de la proposer à ton patron, préparer le projet ensemble. Le fait que, imaginez que l'homme s'installe dans un poste à responsabilité, qu'il se pose, et qu'ensuite il se dit, bah tiens, bah voilà, moi j'ai réussi mon premier challenge avant les 30 ans, et maintenant toi chérie, c'est bien, t'as élevé les enfants, je te remercie, tu des enfants magnifiques, ils sont bien élevés, ils commencent à être un petit peu autonomes. Toi, t'as pas envie d'évoluer, t'as envie de changer de carrière, comment tu te projettes, comment tu te rêves, comment à mon tour je peux te soutenir dans ce moment-là. Ou est-ce que si tu te dis, oh, 30 ans, c'est mort, j'ai plus le courage, ou je suis pas sûre d'en être capable, est-ce que le partenaire peut également lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes, t'es la femme la plus merveilleuse? Est-ce que ce n'est pas également son rôle de lui dire, ma tante est merveilleuse, tu as des compétences, et c'est pas parce que tu as été maman que tu as perdu ces compétences. Elles sont en sommeil, tu as perdu peut-être confiance en toi, tu as peut-être le trac parce que les outils ont évolué, parce que les pratiques ont évolué, peut-être que tes collègues ont évolué, peut-être que tu as peur de ne plus avoir ta place au sein de tes collègues, la même complicité, ou parce que quelqu'un a pris ta place pendant ton congé ou ton arrêt, et tu as peur qu'on n'ait plus besoin de toi. Donc la notion de place revient encore à ce niveau-là, au niveau professionnel. Donc c'est vrai que les projets portent le couple et des fois il est bon aussi de savoir que l'autre est là pour soi. On lui demande pas d'être compétent, de trouver les solutions à nos projets, à comment y arriver, ni à dire des phrases lambda, mais tu peux y arriver chérie, des phrases banales, mais mettre en valeur ses qualités, en disant ma chérie, tu as eu 3 enfants, mais tu es toujours aussi belle, tu es toujours aussi compétente, tu as vu comment tu as organisé la maison, tu as 3 enfants et on a l'impression qu'il y a une femme de ménage, voilà. Il faut savoir quand même que lorsqu'on est parent au foyer, on développe quand même des compétences complémentaires qu'on ne met pas assez en avant peut-être dans notre cursus professionnel. Parce que du coup, on doit s'occuper de plusieurs enfants, on est multitâche, on doit penser, on a toujours des tâches en suspens, les nôtres, celles du conjoint, celles du foyer, celles des enfants, et les échéances qui arrivent. Donc, étrangement, ce sont également des compétences transférables que vous pouvez mettre en avant et auxquelles il faut penser également par rapport à ça. Autre chose qui peut détériorer la communication, c'est la qualité des échanges, la qualité de la communication dans un couple. Les non-dits. Par exemple, lundi, il y a eu un petit couac, on s'est disputé, mais comme il y avait les enfants et qu'on était à la bourre, on n'en a pas parlé, ou parce qu'on était en colère, on ne voulait pas que les mots exprimés dépassent notre pensée, qu'ils soient disproportionnés par rapport à notre blessure, et qu'on les a un petit peu enfuis, mais ça crée quand même des non-dits, une frustration, et au bout d'un moment, ça pète, et quand ça pète, souvent ça tourne mal. Ou est-ce que pendant 3 jours ou 3 nuits, j'ai ressassé les soucis, ou comment je vais communiquer ça à mon conjoint, mais en voulant trop rationaliser des fois les émotions, le conjoint entend les mots, mais s'il ne peut pas ressentir vos émotions à ce moment-là, des fois je suis presque à conseiller aux personnes de ne pas avoir peur d'être vrai, de ne pas avoir peur à exploser, d'être naturel. Parce que autant le développement personnel, c'est quelque chose de formidable, mais à force de rentrer dans une spiritualité, dans un cursus, on se dit « Non, mais là, je comprends mon partenaire, il était débordé, etc. Donc, il n'a pas pu m'entendre. Il n'a pas fait exprès de me négliger. Il n'a pas fait exprès de ne pas m'entendre. Il n'a pas fait exprès de m'oublier. » Mais au bout d'un moment, entre comprendre les choses et les vivre, il y a une différence. Et parfois, c'est de vivre les choses dans l'émotion, de vivre l'émotion à l'instant T, qui fait que la personne en face nous entendra. Donc il faut également équilibrer notre côté adulte, notre côté spiritualité, notre côté développement personnel, pour ne pas oublier que nous sommes humains, terrestres, nous sommes des animaux, et que les émotions doivent se vivre. Donc autant, parfois dans les cultures familiales, il n'était pas de coutume d'exprimer ses émotions, parce que ça ne se faisait pas, donc on va vers l'expression de ses émotions, mais il faut aussi faire attention de ne pas trop les intellectualiser. Bien entendu, il y a tout ce qui est outils comme communication non violente,
qui sont pas mal par rapport à ça. Mais parfois, il faut être vrai, il faut parler vrai, il faut ressentir vrai. Déjà pour soi, pour être sûr d'être entendu, pour ne garder aucun non-dit, aucun secret. Quand je dis secret, c'est un grand mot, hein, mais par exemple, imaginez que voilà, vous étiez enceinte et que vous l'attendiez un petit peu pour l'annoncer à votre conjoint et que finalement, vous faites une fausse couche avant même d'avoir pu l'échanger à votre conjoint, vous avez une déception, vous vivez ça tout seul et donc par conséquent, vous n'avez pas le soutien de votre compagnon. Ça peut faire partie des choses, des secrets que l'on vit seul, que l'on partage seul, et vous ne laissez pas également la place à l'autre, ni l'occasion de prendre sa place par rapport à votre vécu. Et bizarrement, paradoxalement, comme je me suis rendu compte que souvent dans les couples, tout le monde pense que son conjoint est médium, peut venir une frustration, on peut lui reprocher inconsciemment de ne pas avoir agi, de ne pas avoir su dire les mots, alors qu'il n'était simplement pas au courant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un reproche à votre conjoint? Oui, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, tu m'as pas soutenu dans ce moment-là. Mais vous, est-ce que vous l'avez exprimé votre besoin d'être entendu, d'être consolé, d'être aidé, d'être tenu dans les bras à ce moment-là? Ou est-ce que vous êtes directement rentré dans les reproches en disant, en mode dossier, en disant, jeudi à 14h15 en 1932, tu m'as pas fait ça, tu as pas fait ci, pas fait ça, alors que la personne n'était même pas à deux doigts d'effleurer le fait que vous avez vécu cette blessure, ce trauma-là. Donc les problèmes de communication, sous prétexte qu'on veut être adulte, raisonné, qu'on veut être sûr de trouver les bons mots, parfois il faut ne pas hésiter à laisser exprimer, à vivre cette colère, à vivre cette tristesse, à vivre cette émotion. Et on est des êtres humains, et si on est en couple, c'est pourvu des émotions, on n'est pas là tout le temps pour vivre notre vie comme des robots, hein. D'ailleurs, si votre conjoint vous voulait un robot, je pense qu'il ne se serait pas mis en couple avec vous, hein. Donc, comme disait Hervé, alors ça, voilà, le conjoint médium, tout à fait, il faut parler, c'est indispensable. Et il n'y a aucun sujet futile. Il n'y a aucun sujet futile. Ça peut être, voilà, vous n'avez pas eu un message de la journée de votre conjoint, alors que d'habitude vous en avez un, bien sûr, intellectuellement, en tant qu'adulte. Vous pouvez vous dire, tiens, il était débordé, il avait des réunions, il n'a pas eu le temps, je sais qu'il a pensé à moi, voilà, on se rassure, on s'auto-rassure. Mais effectivement, rien ne vous empêche d'exprimer le fait de ne pas avoir eu de message de la journée, pas en reproche, pas en disant, alors, pas un message de la journée, mais en disant, tu vois, aujourd'hui, je sais que tu étais certainement débordé, mais tes messages m'ont manqué. Ramener au jeu. Tes messages m'ont manqué. Et j'ai besoin, de temps en temps, d'avoir un message, même court, d'avoir une attention, même courte. Est-ce que c'est, tu rentres, tu as ramené le pain, alors que, voilà, je t'ai pas parlé de ramener du pain. Mais n'hésitez pas à formuler plutôt que de revenir le lendemain, de voir ce qu'il a changé de comportement, de laisser pourrir la chose, ou de vous dire, ou de rentrer dans un mécanisme complètement toxique en disant, comme il m'a pas envoyé de message, il n'en enverra pas non plus. Ça lui fera les pieds, comme on dirait. Donc, vous n'en envoyez pas le lendemain. Donc, lui va se dire pareil, elle était occupée. Donc, il va jamais se douter que vous étiez un petit peu frustré, voire un petit peu fâché, hein, contrarié par rapport à la situation de la veille. Il peut se demander, si elle m'envoie pas de message, c'est qu'elle n'en a pas besoin. Et donc, lui, encore une fois, le surlendemain, il vous n'en envoie pas. Parce qu'il aura fait une conclusion à votre place. Il aura pris, il aura interprété votre message avec sa grille de lecture à lui et fait des conclusions, des hypothèses qui sont certainement erronées, alors que le message à la base, c'est non, moi je veux qu'on communique, je veux avoir tes messages tous les jours. J'en ai pas eu aujourd'hui, donc en échange, je veux un câlin. En échange, je veux des bisous. Vous voyez, on peut rester dans le jeu avec le compagnon, on peut rester dans le côté enfantin pour avoir, pour combler la défaillance. Pourquoi écarter le mode caprice? Les caprices, c'est bon. Alors, un message de Nicolas qui dit parfois,
c'est ce qu'on croit connaître de l'autre qui nous donne des intuitions qui peuvent être mauvaises, tout à fait. Parce qu'on réagit qu'à sa grille de lecture. Et on peut se tromper, et ça peut créer des quiproquos, mais futiles, et des quiproquos qui peuvent créer des crises de couple. Vous vous rendez compte? Donc si la personne a dit « Ah chérie, aujourd'hui, tes messages m'ont manqué », la personne lui aurait rassuré « Oui ma chérie, je sais, j'ai eu beaucoup de réunions, mais j'ai quand même pensé à toi. J'ai pas pu t'envoyer des messages, mais j'ai pensé à toi. » Et se retrouver les bras de l'un de l'autre, se faire un gros bisou, un petit câlin, et c'est passé. Alors que là, non, c'est ce non-dit qui va provoquer une autre situation. Cette situation, l'autre va penser, si elle réagit comme ça, c'est qu'elle en a pas besoin, c'est que c'est pas un réel besoin, donc si elle en a pas besoin, je le fais plus, c'est que c'est ok pour elle. Alors que non, l'autre, elle fulmine, elle augmente, elle rajoute dans son chaudron tous les reproches, et un jour ça pète en disant, voilà, tu me négliges, tu m'aimes plus, tu fais plus attention à moi, je veux que tu changes, genre les phrases célèbres, je veux que tu changes, ou il y a un problème, ça veut rien dire. Qu'est-ce que vous voulez retrouver? Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous a manqué? Et puis les besoins que vous pouvez avoir les 10 premières années, ne sont pas les mêmes que les 10 années suivantes, ou même, vous savez que dans un couple, le couple a toujours besoin de se synchroniser. On parle souvent de la crise des 3 semaines, des 3 mois, des 1 an, du premier enfant, des 7 ans, etc. Mais en fait, non, c'est tous les jours que le couple se synchronise. C'est tous les jours, c'est toutes les semaines, c'est tous les mois. Et on est toujours, comme on doit rester dans une légalité dans la différence, on doit toujours se synchroniser pour ne jamais se perdre. Et à contrario, ou plutôt en parallèle, que l'on ait 30 ans ou 40 ans, les besoins également ne sont pas les mêmes. Parce qu'on a évolué, on a fait du travail sur soi, nos vies sont différentes, on a aussi envie, de manière légitime, de vivre les choses différemment. Et plutôt que de se dire, mon couple part en volo parce que ça me colle plus, je dis non, il faut se synchroniser. Dire, écoute mon chéri, c'est vrai qu'avant on faisait ça les dimanches, mais là j'ai envie de tester autre chose, ou là je suis fatiguée, qu'est-ce que tu dis si on se fait un petit mois tranquille, ou si on changeait de routine? Et toi mon chéri, quels sont tes besoins? Qu'est-ce que t'en penses? L'échange, c'est pourtant tellement classique, tellement basique, pourquoi louper ça? Donc c'est vrai que la détérioration de la qualité de la communication est quelque chose qu'il faut vraiment privilégier. Et c'est vrai que tous les couples n'ont pas ces réflexes-là. C'est pas quelque chose qui vient d'inné, parce qu'on n'a pas forcément appris à dire ces choses-là. On ne sait pas forcément parler nos émotions, parler nos sentiments. Ou alors parce qu'on a peur de blesser, ou parce qu'on a peur de mal dire les choses. Et si les choses sont mal dites, c'est pas grave, la personne en face te demandera l'essentiel c'est que ça sorte. Qu'importe, je vais pas dire qu'importe le ton, faut pas que ça sorte de manière travers ou toujours de manière agressive, mais le conjoint pourra très bien voir que c'est en lien avec votre frustration, la taille de la blessure, la taille de l'enjeu. Donc au début ça sortira de travers parce que vous avez peur de pas être comprise, vous avez peur d'être jugée, vous avez peur d'être manipulée parce que vous ouvrez la boîte à peur à vos compagnons, donc vous avez peur, si je lui montre là que je suis en insécurité, il va penser que je suis jalouse, donc il va peut-être utiliser cette jalousie et renforcer son comportement inapproprié ou qui ne me correspondait pas, pour lui se nourrir de ma jalousie, pour lui avoir une autre façon de recevoir le message d'amour. Mais non, c'est pas comme ça. Alors que des fois, le fait d'évoquer ses peurs, la personne comprend, il peut se réajuster, c'est juste du bon sens. Pour des choses que lui sont anodines parce que c'est pas important pour lui, et quand il se rend compte que c'est important pour vous, des fois c'est des petits changements de rien du tout. Est-ce que c'est une phrase qui change? Est-ce que c'est une posture? Est-ce que c'est une façon de vous présenter? C'est le fait de s'ouvrir a toujours du bon. Même si on est maladroit dans la communication, voilà, ayez confiance quand même dans votre partenaire. Il est aussi capable de vous poser des questions s'il n'a pas compris, ou s'il a besoin d'être nuancé, ou s'il a besoin de recalibrer sa grille de lecture à lui, parce que un mot n'est pas égal à un autre. Un exemple tout bête, vous savez, des fois quand on se taquine entre les hommes et les femmes, on dit toujours que pour un homme, telle couleur sera bleue, mais pour la femme, il sera pas bleu, il sera bleu canard, ou il sera bleu roi, ou il sera... voilà, le discours des femmes
en termes de couleur, voilà, est beaucoup plus nuancé, en termes d'émotionnel est beaucoup plus nuancé. Un mot générique dit par l'un ne correspond pas forcément à la même nuance de l'autre. Donc il peut très bien dire, attends, mais là quand tu parles de ça, est-ce que tu veux dire que c'est ça, que c'est ça, que c'est ça? Donc à vous aussi de calibrer la nuance pour être sûr de bien comprendre le mot. Parce que des fois, en parlant en termes trop génériques, on peut tout simplement envoyer le message contraire et inverse. Alors que c'est pas du tout ça. Ça se trouve, vous dites la même chose, mais vous n'avez pas la même nuance lexicale pour les dire. Alors Cyril qui dit, voilà, de toute manière, rien de pire que la jalousie et la possessivité, soupir. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, la jalousie est normale dans un couple, elle est saine. Si après, voilà, c'est normal, quoi. Il y a toujours des enjeux, et même si comme on parlait dans les autres lives, même si on fait du chemin vers l'autonomie affective, la jalousie est saine dans un couple, jusqu'à ce qu'elle soit, à condition qu'elle ne soit pas provoquée par un comportement inapproprié de l'autre. Parce que là, c'est pas la jalousie le problème, c'est le comportement du partenaire ou de la partenaire qui est inapproprié. Donc après, il est trop facile de dire, ah, mais de toute façon, t'es jalouse, donc arrête, etc. Mais parfois, ce n'est pas la jalousie le problème, c'est le comportement qui est inapproprié, qui crée des symptômes qui sont similaires à la jalousie, mais avec un degré de souffrance qui est tout autre. Et des fois, c'est trop confortable de dire à son partenaire ou d'évacuer d'un revers de la main la dispute en disant, mais attends, ma chérie, t'es jalouse, tu me casses les bonbons, c'est bon, t'es jalouse, point barre, c'est un statut, quoi que je fasse, c'est mal. Alors que si effectivement il est dans la séduction avec d'autres personnes et qui vous négligent à ce niveau-là, ou qu'il y a une manière de faire en termes de comportement qui n'est pas approprié, qui se pose la question, mais qu'est-ce qui est dans son comportement qui provoque ces symptômes-là? C'est pas forcément la faute du partenaire ou de la partenaire. Si elle est jalouse, au bout d'un moment, si c'est de manière chronique, c'est qu'il y a une raison. C'est soit il y a une blessure, soit c'est un trauma, ou est-ce que le contrat qui a régi le couple a été abîmé par un comportement, par une attitude ou une dispute. Parmi également les événements qui peuvent perturber le couple, bien également les belles événements que le couple vit, les blessures, les traumatismes individuels ou familiaux, ça peut être la perte d'un proche, la perte d'un parent, la perte d'un enfant, un appartement, une fausse couche, la perte d'un emploi ou d'un bien, parce que voilà, les circonstances financières sont compliquées, surtout en ce moment. Donc ces événements-là, ils sont tous les deux à vivre ces événements-là, donc ils sont tous les deux à subir les blessures en lien avec ça. Et c'est vrai que dans ce cas-là, la solidarité du couple est un peu plus compliquée, parce qu'on ne peut pas toujours soutenir l'autre alors que nous-mêmes sommes en souffrance. Enfin, nous-mêmes, c'est pas français que je dis même, alors que nous sommes nous-mêmes en souffrance par rapport au même événement. Donc, on peut également, voilà, autre chose qui peut perturber le couple, c'est l'évolution des attentes qui est normale. Donc, Nicolas qui disait, oui, l'amour n'est pas possession. Après, on va pas se mentir, on n'aime pas partager son chéri, ni sa chérie. Mais normalement, si la personne a un comportement adéquat, socialement adéquat, c'est au conjoint ou à la conjointe de recadrer l'intrus ou la tierce personne dans un cas où son conjoint peut être perturbé. Imaginez que vous êtes dans un café ou un restaurant, madame se fait draguer, elle sourit poliment pour que la tierce personne parte. Mais au bout d'un moment, si la personne est insistante, c'est aussi à elle de recadrer la personne de sexe opposé en disant « Je vous remercie, mais là je suis en couple, je vous souhaite une bonne soirée ». Donc c'est également à elle d'agir, à elle de rassurer son compagnon, et à vice-versa, pareil pour les situations si c'est l'homme. Donc au bout d'un moment, voilà. Sauf si dans le contrat, il était convenu que ce soit une union libre, ça peut être du libertinage ou d'autres pratiques intimes et sexuelles, à condition que ce soit des pratiques consenties et pas acceptées de peur de perdre l'autre. Alors le manque d'estime de soi et d'amour de soi, ça peut toujours, mais je mettrai toujours un petit bémol, parce que comme je dis toujours, la confiance en soi n'empêche pas d'être trompé, d'être trahi, n'empêche pas le conjoint d'être infidèle ou la conjointe d'être infidèle. Donc la confiance en soi n'épargne pas les cas d'infidélité ou de perte de l'autre en fait.
Donc c'est toujours à nuancer par rapport à ça. Alors aujourd'hui, maintenant qu'on a parlé un petit peu de ce qui lie le couple, ce qui le déstabilise, la question se pose, mais en cas de crise, on reste ou on part? Comment je fais pour évaluer la situation? Je pense que c'est arrivé à pas mal d'entre vous, on a une grosse crise, et on se retrouve entre deux chemins. Est-ce que c'est une crise dont on peut passer? Est-ce que je sais que c'est passager? Combien de temps elle va durer? Est-ce que je prends la voie droite, la voie de gauche? Parfois, on a des signaux, et les signaux, on ne sait pas les interpréter, parce qu'ils pourraient, en fonction de notre grille de lecture, notre expérience, notre vie, notre souffrance émotionnelle, pouvoir argumenter pour les deux camps. Et donc, c'est là qu'on est perdu, en fait. C'est là qu'on a besoin d'être guidé, de voir un petit peu plus clair. Donc, souvent, ce que je conseille comme piste de recherche, parce qu'aucun couple ne se ressemble, hein, si tous les couples étaient stéréotypés, je n'aurais pas besoin. On m'irait déjà 10 minutes, ça va très très vite. Comme quoi. Donc, dans les pistes que je proposerai aux couples, c'est déjà se retrouver soi, se reconnecter à soi, pour identifier ses propres besoins. Une fois que ses propres besoins sont identifiés, travailler dessus, identifier les points de frustration, une échelle de frustration, identifier les enjeux, identifier les échéances, depuis combien de temps ça dure-t-il, est-ce que ça va encore perdurer, qu'est-ce que j'ai déjà tenté, combien de temps puis-je encore supporter cette frustration, peut-être prioriser et pondérer les besoins en fonction de leur importance et de la souffrance occasionnée, apprendre à communiquer juste, à l'aide d'un thérapeute ou les fameuses bonnes copines, en espérant que les copines sont bienveillantes et un réel soutien par rapport à vous, il vous aidera à communiquer par rapport à ça. D'identifier le canal préférentiel du partenaire, que ce soit visuel, auditif ou kinesthésique. Communiquer les points de frustration avec le partenaire, sommes-nous entendus? Sommes-nous compris? Est-il engagé ou se sent-il concerné par rapport à nos points de frustration? Est-ce qu'il ressent la même chose ou est-ce qu'il a la même vision de la situation? Parce que parfois, sa vision à lui permet de prendre de l'ampleur, de voir les choses dans un autre contexte. Si oui, là, pas de problème. On exprime des pistes de solutions, on réfléchit ensemble, on reste dans le cadre du partenaire et de l'égalité de l'échange. On demande si le partenaire a des solutions à proposer, on intègre tout ça, on réfléchit, on les met en place, on les contrôle, on refait des petits checks régulièrement. Et on peut mettre en place des actions stratégiques afin d'aboutir aux nouveaux objectifs. Et après, voilà. Peut-être que la charge émotionnelle ne sera pas la même une fois qu'on a été entendu, une fois qu'on a testé des solutions. Et si la réponse est non, si le partenaire n'est pas engagé dans notre frustration et dans le désir d'améliorer les choses, comment puis-je combler cette frustration à l'extérieur du couple? Alors attention, je ne parle pas d'adultère, d'accord, ni d'infidélité. Je parle de centre d'intérêt personnel. Si vous avez une évolution intellectuelle, est-ce que vous n'avez pas le moyen de chercher cet enrichissement intellectuel à l'extérieur du couple, par des passions, des loisirs, des amis, des collègues qui peuvent vous faire évoluer vers ce sens-là? Vous posez la question de qu'est-ce qui se passerait si mes besoins et mes frustrations n'étaient pas comblés? Qu'est-ce que je me souhaite à moi-même, à mon couple, à mon foyer? Quel serait mon degré de souffrance si mes besoins n'étaient pas comblés, si ma frustration n'était pas réparée? Et dans l'atteinte des besoins, de l'assouplissement de mes frustrations, est-ce que mes objectifs sont négociables? Parce que n'oublions pas, il y a l'égalité dans la différence dans un couple. Donc chacun fait un pas vers l'autre, on s'ajuste, il fait un petit bout d'effort, je lâche certaines choses qui n'ont peut-être pas aussi d'importance que ça, parce que l'enjeu principal est plus important. Donc ce sont des petites pistes de réflexion qui peuvent vous aider à prendre cette décision. Donc là il est 54, il me reste 5 minutes. Alors c'est Nicolas qui dit d'abord d'accord avec vous, mais il y a des règles, mais il n'y a pas possession, par exemple, comme si on avait un droit aîné sur cette personne. Voilà ce que je voulais dire. Oui, je comprends tout à fait. On n'a pas le droit sur la personne en termes de possession, en termes d'objet, surtout que maintenant on parle, depuis plusieurs années, on parle de libre arbitre, le respect du libre arbitre. C'est pour ça que
j'encourage les gens à partir de soi en disant voilà, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui me frustre, qu'est-ce que j'aurais besoin pour me sentir mieux. Des fois, c'est pas grand-chose, des fois, c'est vraiment pas grand-chose pour qu'on soit rassuré par rapport à ça. Il y a tellement de formes, de façons d'être présent dans un couple, d'être engagé dans un couple. Et c'est là qui est génial, c'est qu'avec des thérapeutes, ils peuvent vous aider à décoder le langage amoureux de votre compagnon, de votre compagne. Et ça, c'est méga important. Je peux vous donner un exemple à titre personnel. Quand j'étais un petit peu plus jeune, vers ma trentaine, j'avais un compagnon qui n'était pas expressif par rapport à ses sentiments. Je n'avais pas des je t'aime, je n'avais pas des tu me manques. Alors bien sûr, à 30 ans, on est encore, même encore maintenant, assez romantique. Donc on a encore une vision du couple idéalisée. Et un jour, alors que j'étais sur une tâche de travail, j'avais ramené un dossier à la maison. Et je voyais mon compagnon à travers la baie vitrée, mais je le voyais derrière, grâce au reflet de la vitre. Et j'ai juste vu son regard admiratif alors que je travaillais. Et je l'ai vu me préparer des gaufres. Ça vous paraît bête, ça vous paraît anodin, ça vous paraît futile. Mais je sais que le fait qu'il me prépare des gaufres, pendant que j'avais un dossier important, c'était sa preuve d'amour qui correspondait à son langage amoureux. Parce qu'il sait exactement ce qu'il faisait avec sa fille, en fait. Et vous voyez, des fois, faire appel à un thérapeute pour vous aider à y voir plus clair, à décoder le langage amoureux de l'autre, peut être vraiment salvateur par rapport à ça. Alors surtout en termes de crise, ne restez pas seul, ne vous isolez pas. Bien sûr, vos compagnons, vos amis, vos copains, vos copines, vos collègues, sous réserve que vous gardiez un petit peu votre part d'intimité. Il ne faut pas qu'il y ait non plus intrusion dans votre vie privée. Mais tout cela peut vraiment vous aider à décoder le langage amoureux de votre partenaire et de pallier à cette grande crise. Donc là, il nous reste à peu près 2 minutes. Donc j'attends encore un petit peu, comme je sais qu'il y a un décalage de stream, s'il y a encore des interventions. Je rafraîchis un petit peu l'écran. Désolée, je prends le téléphone, parce que des fois le téléphone est plus rapide. Juste pour m'assurer que le nombre de commentaires que je vois sur mon ordinateur est le même par rapport à mon réseau. C'est vrai qu'on a été un peu... C'est bien, vous avez bien participé aujourd'hui. L'amour n'est pas possession. Je pense qu'on a fait le tour. Donc là, dans 1 minute, l'intervenant suivant va prendre la parole. Donc je vous dis à très très bientôt. Donc n'hésitez pas, voilà, ce live-là est enregistré. Je le mets sur ma chaîne YouTube Muriel Darstein. Laissez-moi d'ici ce soir le temps de le charger. Je vais également le mettre sur mon site internet, qui est darsteinconsulting.com, rubrique actualité live et conférences. Et je suis également présente sur les réseaux, que ce soit la page Facebook. Pour y accéder, soit vous tapez Muriel Darstein, vous tombez sur ma page, ou @Darstein Consulting. Il y a aussi un groupe associé à cela, où c'est les mêmes informations que la page, mais de manière plus organisée. Je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, sur LinkedIn, et Pinterest également pour les événements. Je vous souhaite, en tout cas, je vous remercie pour vos échanges. Ça m'a fait plaisir d'échanger un petit peu avec vous. En plus, j'ai eu le droit d'avoir des hommes certainement déjà engagés dans leur relation amoureuse. Merci à vous pour ce partage-là. Merci pour vos échanges. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous et n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous répondrai au plus vite. Bonne journée à vous. Au revoir.